Là, non, aujourd'hui, ceux qui vivent sont centenaires, plus de centaines, 110, 120 ans. Mais quand Gbagbo est venu, moi je l'ai connu dans les années 80. J'étais au cours Pigé, au plateau. J'étais secrétaire général du seul mouvement estudiantin en ce moment autorisé en Côte d'Ivoire, le MEICI. J'étais secrétaire général du MEICI au cours Pigé. En ce moment, j'ai connu Gbagbo. J'ai connu aussi un gars, paix à son âme, Bala Keïta, qui est devenu, pas un intime, mais un grand frère qui me recevait à son bureau à tout moment. Que je pouvais souvent appeler du téléphone de l'école. Et il me recevait. Je l'ai connu, mais il était farouche. Farouche, opposant à Gbagbo que moi j'admirais beaucoup. Et il a même un jour, quand je parlais de Gbagbo, il s'est permis de dire ce farfelu. Il a prononcé le mot deux fois. La première fois c'était dans son bureau et je lui ai dit que bon voilà, je dois rentrer parce que j'ai un cours. Il a compris et puis il m'a regardé et il m'a dit, jeune homme, quand tu sauras la vérité, tu vas me donner raison. Paix à son âme, n'est plus de ce monde. Et la deuxième fois, je vous dis que j'étais secrétaire général du MEICI au cours Pigé. Nous avons organisé, mon président Bonaventure et moi, une sortie à Bassam. Et l'invité pour animer notre sortie, c'était le docteur Bala Keïta. Et là encore, j'ai ressorti encore le nom du président Gbagbo. Et il a prononcé encore ce farfelu. Et je lui ai dit que Gbagbo n'était pas aussi farfelu que ça. Et j'ai un ami qui a failli me porter un coup de main. Parce qu'il ne fallait pas interrompre le ministre, il allait s'offusquer pour partir. Mais Bala Keïta était galant et il a laissé dire que c'est l'âge. Que j'ai la flamme de l'âge et que je suis Gbagbo, comme eux aussi ont suivi le président Houphouët. Il a été beaucoup pédagogique. Et il a dit, nous aussi on a suivi Houphouët, donc il ne faut pas en vouloir à Samaké. Je me rappelle de ça. Et aujourd'hui, Gbagbo n'a plus cette flamme. Mais il a fait ce qu'il peut. Et la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui l'a amené en Côte d'Ivoire. Et cette démocratie que nous tous, aujourd'hui, nous répugnons. Parce que ce n'était pas une démocratie en fait. C'était une sorte de prolongement de la domination française sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce que les Africains ne savent pas, les Français, les Européens sont toujours à l'œuvre. Ils sont toujours en train de fabriquer des choses pour nous maintenir sous leur domination. Donc pour les Européens, les Français en particulier, nous autres Africains, nous sommes des sous-hommes. Comme aime bien le dire le président Traoré, Ibrahim Traoré. Le jeune prodige Ibrahim Traoré. Il le dit le plus souvent, que ces gens-là nous prennent pour des sous-hommes, et c'est la vérité. Ils nous ont toujours pris pour des sous-hommes. Et tout le temps, ils se réunissent, ils fabriquent des textes pour nous, pour toujours nous maintenir. Aujourd'hui, je dis bravo au Burkina Faso, qui vient de rompre officiellement des relations diplomatiques avec la France, et rien ne bouge. Le Mali l'a fait hier, et je pense que le Niger le fera bientôt. C'est vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est maintenue
sous la dictature de Ouattara aujourd'hui. C'est une pure dictature aujourd'hui qui dirige la Côte d'Ivoire. Et cette dictature est téléguidée par la France. Mais ce que nos parents en Côte d'Ivoire, nos amis, les Ivoiriens ne savent pas, nous sommes au XXIe siècle. Ça, c'est le siècle de l'Afrique. Ça, je vous le dis, c'est le siècle de l'Afrique. Et cette dictature française va disparaître. Elle disparaîtra d'elle-même. Parce que c'est une dictature qui nous impose des dictatures dans nos pays différents. Depuis près de 70 ans. Près de 70 ans, c'est la France qui doit vendre notre cacao. C'est la France qui doit vendre notre café. C'est la France qui vend notre pétrole. C'est la France qui s'enrichit de notre sous-sol, de notre or. La Côte d'Ivoire est productrice d'or. Mais l'or ivoirien, personne ne sait où ça va. Personne ne sait la couleur. Et c'est la France qui vend ça. Je pense que les Ivoiriens vont comprendre. Le Burkina, aujourd'hui, vend ses mangues. Avant, c'est la France qui vendait les mangues burkinabés. Mais aujourd'hui, les Burkinabés vendent leurs mangues eux-mêmes. Ils vendent ça au pays qu'ils veulent, à des prix qu'ils veulent, que c'est eux qui fixent le prix de leurs mangues aujourd'hui. Je prends cet exemple seul. Le Burkina aujourd'hui ne vend même plus son coton. Le Burkina aujourd'hui a des petites usines aujourd'hui qui fabriquent le coton. C'est-à-dire, I don't know what to say. C'est-à-dire qu'ils transforment le coton aujourd'hui pour une plus-value. Et la Côte d'Ivoire, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'usine de transformation de nos matières premières. La Suisse est qualifiée des pays qui produit le meilleur cacao du monde. La Suisse n'a pas un seul pied de cacao sur son sol. Et d'autres pays sont qualifiés pour leurs produits café, alors qu'ils n'ont pas de café. Et nous sommes maintenus par les Français sous cette sorte de domination. Ça fait 70 ans. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina se sont affranchis de cette domination. Que font les Ivoiriens? Et c'est là vraiment, peut-être je vais me faire beaucoup insulter. Les Ivoiriens ne font qu'applaudir. Pas le dictateur Alassane, mais ils applaudissent la Coupe du Monde aujourd'hui. Hier, c'était la Coupe d'Afrique. Quand le régime détruit les maisons des gens, quand le régime démolit l'habitation des Ivoiriens, quand le régime jette à la rue des familles, des milliers de familles, le régime est en train de faire ça. Et les jeunes Ivoiriens, qu'on appelle la jeunesse consciente, est-ce qu'elle est consciente? C'est comme ça, et Claudicia les fait appeler. La jeunesse consciente, aujourd'hui, détourne les yeux et nous parle de football. C'est pas le football qui nourrit les Ivoiriens. C'est pas ce football-là qui va amener des logements aux Ivoiriens. C'est pas le football qui va faire acheter le cacao à son prix juste. C'est pas le football, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, qui va venir faire que la Côte d'Ivoire pourra vendre son café à un bon prix. C'est pas ce qui va faire que la Côte d'Ivoire
va pouvoir être producteur de pétrole et raffiner ce pétrole dans d'autres propres raffineries que vous faut à construire dans les années 70. C'est pas le football qui le fera. Et aujourd'hui, tous les jeunes sont détournés aujourd'hui. On met les écrans géants partout. Mais le football, la coupe, ça prend quelques semaines. Et après les quelques semaines, bravo aux éléphants, je les félicite pour leur qualification. Enfin, je crois que c'est au 8e ou 16e, je n'en sais rien, parce que je ne suis pas football. Mais je les félicite très, très, très bien. Je suis les matchs de football, ma famille suit ça. Quand ça vient, je suis seul. Ma famille suit ce football-là. Et ma famille me fait des misères. Ma famille a raison. C'est tout à fait normal. Mais je ne voudrais pas que ni ma famille, ni la jeunesse ivoirienne se détournent de ses objectifs. Un pays, c'est sa jeunesse. Aucun pays, nous sommes le passé, mais c'est la jeunesse. Et cette jeunesse aujourd'hui, qu'on dit jeunesse consciente, ne fait rien pour apporter son soutien aux déguerpis, aux gens qu'on a chassés de leur maison. Cette jeunesse ne fait rien aujourd'hui. Aucune pression pour que le café puisse se vendre à un bon prix. Le cacao et l'anacarde que les nordistes ont aujourd'hui, ça pourrit chez eux là-bas. Parce qu'il y a un clan, un petit clan qui s'approprie toute la richesse ivoirienne, avec à sa tête Dominique Folero. J'en veux, là encore j'en veux à Oufoué, souvent j'en veux à Oufoué, que j'admire, un génie politique. Mais Oufoué avait une faiblesse, Oufoué avait un complexe du blanc, et surtout des blancs qui ont fait quelque chose, comme Raoul Folero. Nous l'avons connu en Côte d'Ivoire. Il était reçu en Côte d'Ivoire, en grande pompe. Oufoué avait un complexe pour ces grands Français. Je pense à qui encore? Au petit-fils de celui qui a fait la tour Eiffel en France. Son petit-fils a été le directeur général des grands travaux en Côte d'Ivoire. Et il faut voir, quand il faut parler de lui, je sentais, j'avais honte, j'étais tout petit, j'étais très jeune, mais j'avais honte de voir c'est ça aussi au fond. Il a fait ses erreurs. Il a fait des erreurs monumentales en Côte d'Ivoire. Comme la venue de Alassane Dramane Ouattara. Ça a été une erreur monumentale. Je vous l'ai expliqué ici. Oufoué pouvait faire venir Dramane. Il pouvait le nommer comme premier ministre. Mais Oufoué ne devait pas changer son dauphinat. Il ne devait pas changer de dauphin. Ça a été l'une de ses erreurs regrettables. Enfin, les gens de ma génération le savent, mais je veux que les jeunes le sachent. Philippe Grégoire Yassé était le dauphin depuis les années 60 du président Oufoué. Et il était le dauphin que toute la Côte d'Ivoire a accepté. Tout le monde connaissait Philippe Yassé en Côte d'Ivoire. On connaissait ces gens, on connaissait Oufoué, on connaissait Yassé, on connaissait Mamadou Koulibaly, on connaissait Alphonse Boni. C'était des grands, c'était des 4 grands. Oufoué, Yassé à l'Assemblée, Mamadou Koulibaly, Conseil économique, et Alphonse Boni était, je crois, la justice, la magistrature. Et Oufoué s'est débarrassé de tout cela.
À la mort de Mamadou Koulibaly, Houphouët a vu là, c'est-à-dire que ça a été, parce qu'il ne savait pas comment se débarrasser de Yassé d'abord. Parce que c'est ça aussi Houphouët a fait. Je ne sais pas, je ne vais pas dire le mot, parce que celui qui l'a pris, c'est un baoulé. Et Yassé n'était pas baoulé. Yassé venait d'une petite ethnie de Jacquesville. Les gens connaissent leur ethnie. C'est une petite ethnie. Mais c'était bien. C'était réellement ce qui était recommandé. Et Yassé était le dauphin. Et Houphouët sentant sa vieillesse venir, et sentant pas sa mort, mais disons sa disparition prochaine du pouvoir, a préféré enlever Yassé et promouvoir Bédié. Les jeunes générations ne le savent pas. C'est comme ça s'est passé. Mais Bédié ne connaissait rien réellement en ce moment à la Côte d'Ivoire, réelle profonde. Parce que Bédié a tout fait en France. Il était jeune, avec sa femme Mariette. Ils se sont mariés jeunes. Bédié était très jeune, je crois, à 24 ans, il était déjà ambassadeur. Il n'a jamais connu la faim, il n'a jamais connu un parcours difficile, non. Il est venu ici comme ambassadeur aux États-Unis à Washington. Et c'est lui-même qui s'est occupé d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, qui a été un grand envers lui. Il faut que les jeunes, il faut que la jeunesse sache ce qui s'est passé en fait. Son grand frère, Gaussou, a appelé Bédié, occupe-toi de mon petit frère, et il l'a fait. Mais je reviens, Houphouët ne devrait pas changer de dauphinat. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, un homme averti? Il pouvait conseiller à Yassé de positionner Bédié, et la Côte d'Ivoire allait continuer. Gbagbo allait faire ce qu'il allait faire, mais toujours est-il que voilà ce que Houphouët devait faire. Et ça a été une faute, une grave faute de la part du grand Houphouët. Ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je viens de vous dire l'origine. C'est ça l'origine. Si Yassé était resté comme dauphin et à la mort d'Houphouët, Alassane ne pouvait pas du tout prétendre prendre la place. Mais il a prétendu parce que lui et Bédié se connaissaient depuis Washington. Il y avait une certaine rivalité entre eux. Et puis en âge, ils avaient à peu près, voilà, c'est la même génération. Donc ça a été la faute d'Houphouët, ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut que les gens le disent, il faut qu'on le dise. Gbagbo était là. Il a été le plus farouche opposant d'Houphouët, mais il l'a fait dans la légalité. Il l'a fait dans la droiture. Voilà pourquoi j'aime ce monsieur. Voilà pourquoi je supporte ce monsieur. C'est le baobab ivoirien aujourd'hui. Il a été en France, il a été en exil, il est revenu. Et là encore, Houphouët a montré sa grandeur là. Il a reçu Gbagbo en sa résidence. Et les deux ont fait la paix. C'est ainsi que la démocratie est venue. Et cette démocratie, nous n'en voulons pas en Afrique. Parce qu'elle a été importée. C'est une sale démocratie. La démocratie n'a rien apporté aux Africains. S'il y a eu la démocratie quelque part, le Burkina a connu une démocratie franche. Le Mali a connu une démocratie franche. Mais ce n'était pas une démocratie. C'était des gens qui étaient à la sorte de la France. C'est la France qui changeait. C'est comme un damier, des pions. C'est la France qui poussait les pions. Que la France qui changeait. Et c'est la France qui savait qui serait président dans 5 ans, 10 ans. C'était ça. Les jeunes générations, si vous ne le savez pas, c'est ça qu'on a appelé démocratie. Il n'y a jamais eu de démocratie. Ni au Bénin, ni au Mali, ni en Haute-Volta, devenu le Burkina Faso. Ni au Niger. La preuve, au Niger par exemple. Ceux qui pouvaient, après Issoufou,
ceux qui pouvaient prétendre et puis réellement faire l'alternance à Mahamadou, il est sorti en pirogue de Niamey. Et le sinistre Youssoufou a mis son dauphin à lui, qui est le sinistre Bazoum. Et vous appelez ça démocratie? Quand Madou Toumani Touré a laissé le pouvoir, les Américains et la France sont venus le réinstaller. C'est eux qui l'ont réinstallé à la place d'Omar Kounaré. Il fallait que ce soit Amadou. Les Carter étaient là pour ça. Jimmy Carter. Il a été un des grands artisans de la revenue au pouvoir de Amadou Toumani Touré. Ce n'est pas une démocratie. Si d'avance, eux ils savent, eux ils doivent placer ces gens. C'était ça la démocratie. Et c'est ça la démocratie? Non. Et en Côte d'Ivoire, le minable et sinistre Sarkozy, le bandit Sarkozy, qui a déjà fait la prison, qui va refaire la prison, a dit qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo. Et il l'a vitrifié. Et il a même fait pire. Il a humilié ce monsieur. Pour installer qui? Ceux qu'ils avaient décidé en France, à New York, à Bruxelles, de mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et si c'est la démocratie, 5 ans, et puis c'est fini. Et aujourd'hui, ils ont refait une autre constitution qui permet à... Et en France, ça s'est fait? En Belgique, ça s'est fait? Jamais. Mais puisque c'est eux qui veulent, qui choisissent nos présidents, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est là que je veux en venir. À la jeunesse ivoirienne, à cette jeunesse qui se fait appeler consciente. Si le Burkina a aujourd'hui IB à sa tête, c'est grâce à la jeunesse burkinabé qui a dit non au tripatouillage de la constitution par Blaise Compaoré. Ils sont sortis les mains nues. Ils ont affronté l'armée la plus structurée, la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest en ce moment. Mais quelle armée? Une armée qui était là contre le peuple, mais pas une armée pour défendre le pays. Parce qu'il faut faire la différence. La France a installé des armées contre la population, mais pas d'armée pour défendre nos pays. Puisque c'est la France qui était chargée de défendre nos pays en cas d'agression. Et qui allait nous agresser? Elle-même, la France. Elle fabrique des terroristes, elle donne des armées et de l'arme aux terroristes, et puis elle dit qu'elle nous défend. Comment vous pouvez comprendre ça? Voilà tout le problème aujourd'hui. C'est l'imbroglio. Voilà tout le problème aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Parce que les jeunesses aujourd'hui se sont levées. Et la jeunesse a dit non à Blaise Compaoré. Qu'à cela ne tienne, les Français ont encore exigé leur mascarade de démocratie. Et Christian Marc Kaboré est venu. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont senti qu'il était très faible, ils ont regardé dans l'armée burkinabé un monsieur qui avait écrit un livre patriotique. Quand tu lis ce livre, tu vas aimer Damiba, mais Damiba n'était qu'un filon, c'était une manière. Et Damiba l'a dit à Alassane Ouattara. Lui, il est l'homme des Français. Et les Français l'ont choisi. Et la révolution burkinabé a été dévoyée. Mais comme les Burkinabés ne sont pas comme les Ivoiriens, donc la jeunesse est revenue à la charge et a imposé IB, qui est là aujourd'hui. Le Burkina est aujourd'hui. Les gens pensent toujours, mais le Burkina est trop en paix aujourd'hui.
Après Blaise Compaoré, le Burkina n'a jamais retrouvé la paix qu'il a aujourd'hui. Après Blaise, les Français ont armé les terroristes pour venir prendre un pan. C'est-à-dire une grande partie du territoire. Ils l'ont fait au Mali. Ils l'ont fait au Niger. Mais le problème, c'était quoi? Mais l'Afrique était perdue complètement. Mais heureusement, et c'est pourquoi je vous dis que le 21e siècle, c'est pour l'Afrique. Heureusement qu'il y avait 5 colonels qui ont suivi ça, qui ont suivi la manière de faire des Français, de l'armée française, qui a été appelée à la rescousse, qui est venu leur dire, quand ils ont libéré le Nord, l'armée française leur a dit, vous ne rentrerez pas à Kidal. N'essayez même pas. Car cela ne tient toujours. Les 5 généraux ont essayé. À la tête, Assimi Goïta, jeune, intrépide. Ils ont essayé d'aller. Et c'est le président français, Hollande, qui a appelé directement son homologue, Ibrahim Keïta. Il faut faire arrêter ces jeunes-là. La vérité, je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que Ibrahim, il avait un peu peur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a démis ces 5 colonels de leurs fonctions. Il les a fait ramener à Kati, à Bamako, et les a affectés à des postes bidons. Ils n'avaient rien à faire. Et la répartition du Mali était consommée. Mais ces jeunes-là, quand ils ont dit non, mais on ne va pas l'accepter. Et voilà comment ils sont allés prendre Ibeka dans son bureau. Et Ibeka, quand les gens leur ont expliqué pourquoi, mais il a dit, écoutez, allez, j'accepte. Il a signé tous les papiers que les jeunes ont mis devant lui parce qu'il avait le couteau sous la gorge. Et il leur a dit, je vous souhaite bonne chance. Et il a dit à son propre fils, qui aujourd'hui, c'est pas en Côte d'Ivoire, que ces jeunes militaires, je ne veux pas que vous dites quelque chose de mal sur eux. Ils sont venus sauver le Mali. Ibeka l'a dit, paix à son âme aujourd'hui, il ne vit plus. Et ils sont allés voir l'ancien président, qui est décédé aussi aujourd'hui, Moussa Traoré, et qui a dit bravo les jeunes. C'est à cause de ça aussi les Français m'ont enlevé. Et ils ont parlé de leur démocratie. Mais je savais que ce n'était pas une démocratie. Les gens qui ont tué les jeunes Maliens en ce moment, ce n'étaient pas des Maliens. C'était l'armée des Haïtiens qu'ils ont emmenés là-bas. Et tout est sûr aujourd'hui. Avec le renégat Oumar Mariko. Si vous entendez parler de Mariko, qui entre à Abidjan, comment dirais-je, Alger et la Mauritanie et Nouakchott, voilà. Il était étudiant en médecine en ce moment. Il prenait son salaire à l'ambassade de France. Et les Maliens n'ont jamais su que ce jeune, travaillait pour la France. La ilaha illallah. Non, les Français, ils sont intelligents, il faut dire. Ils sont intelligents. Pas dans le bon sens, mais ils sont intelligents dans le malheur. Pardon, pas dans le malheur, dans le mal. Les Français sont intelligents dans le mal. Ils sont très intelligents dans le mal. Et c'est ça aussi notre problème aujourd'hui. Et notre jeunesse en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je fais tous ces rappels pour que les jeunesses ivoiriennes puissent comprendre, nos jeunesses puissent comprendre que c'est elles seules qui peut faire sortir la Côte d'Ivoire du joug français. Et la Côte d'Ivoire ne restera pas dans le joug français. Mais qui aujourd'hui a le courage de faire comme Ibé, le jeune Ibé, qui n'a même pas 40 ans, ou de faire comme leur grand frère Goïta, ou de faire comme leur papa
Tiani. Voilà les 3 cas aujourd'hui. IB à votre âge, la tranche d'âge des Ivoiriens aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, IB à votre âge. Mais voilà ce qu'il fait aujourd'hui au Burkina, des grandes choses, des très grandes choses. Et votre grand frère, Goïta, a refusé. Et pourquoi vous vous acceptez? Et c'est le ballon qui vous intéresse. C'est le football qui vous intéresse. Mais le football, c'est un petit temps, ça va finir. C'est l'euphorie. Et après, ça va s'éteindre. Les gens, des milliers de gens qui ont été chassés de là, où sont-ils aujourd'hui? Comment vivent-ils? La jeunesse consciente, vous devez vous poser cette question. Comment vivent ces gens aujourd'hui? C'est vos parents, c'est nos parents. Il y a des Baoulés, il y a des Agnis, il y a des Djoula, il y a des Maoka, il y a tout, toutes les ethnies. Et il y a aussi des jeunes Maliens, pas des jeunes Maliens, des Maliens parmi eux, qui sont résidents ivoiriens. Il y a des résidents burkinabés, des résidents guinéens, togolais, béninois parmi ceux-là. Que vont-ils devenir? Jeunesse consciente, c'est ces questions que vous devez vous poser. Il ne faut pas se complaire dans la médiocrité. Nous aimons trop la médiocrité en Côte d'Ivoire. C'est vous, aujourd'hui, qui devez vous battre. Moi, j'ai 69 ans. C'est mon passé aujourd'hui. L'avenir, c'est, comment dirais, ma retraite. Quel avenir? Mais Gbagbo, c'est la même chose. Gbagbo, c'est un grand frère. Mais tous les lieutenants de Gbagbo aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont en prison. C'est vous qui devez vous battre aujourd'hui, qui devez refuser aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ne soit la prison à ciel ouvert qu'elle est aujourd'hui, comme la Corée du Nord. Et pire même que la Corée du Nord. La Corée du Nord n'est pas une prison à ciel ouvert. C'est une dictature pure et dure. Je ne sais même pas s'il y a des prisons là-bas. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une prison. Tous les jeunes sont emprisonnés aujourd'hui. Pour un oui, pour un non, on emprisonne les gens. Pour un oui, pour un non. Les prisons ivoiriennes n'ont jamais été aussi remplies que maintenant. Et la jeunesse consciente, vous faites quoi? Vous dites quoi? Ballon? Les éléphants? Bravo les éléphants. Nous leur disons tous bravo. Mais vous devez vraiment sortir. Ne faites pas comme la jeune... Bon, c'est comme ça d'ailleurs. Pourquoi Mobutu est resté au pouvoir à autant de temps? Parce que Mobutu a eu un créneau, c'est la musique. Il a acheté les instruments de musique, il les a mis dans la musique, et puis créé les bars un peu partout. Les gens boivent et se saoulent, et puis bon, voilà, lui, l'État a ces choses. La jeunesse consciente, si réellement vous êtes conscient, si réellement c'est la jeunesse consciente ivoirienne, sortez de votre léthargie. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes couché, levez-vous, asseyez-vous. Et si vous êtes assis, levez-vous, arrêtez-vous. Et si vous êtes arrêté, commencez à marcher. Et maintenant, faites tourner quelque chose dans vos cervelles. Faites tourner quelque chose dans vos têtes. Je m'attends à toutes sortes d'injures. Ça ne me fera rien. Moi, je dis Alhamdulillah, je dis Alléluia. Et je vous le dis, et je suis très sincère. Je suis à la retraite, je suis à l'abri du besoin. Je ne veux pas me répéter à tout le monde, je suis à l'abri du besoin. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas, la jeunesse ivoirienne n'est pas à l'abri du besoin. Ceux qui sont à l'abri du besoin là, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Avec leur famille. Et ils sont combien? C'est une petite minorité, une toute petite minorité. Et nous, et vous, l'immense
S'il y a un nom, je vais le dire. Mais tout ce que je sais, le français n'est pas mon fort. Mais l'immense majorité aujourd'hui des Ivoiriens craquent. Les gens n'arrivent même pas à éduquer leurs enfants aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui fument. Les jeunes se droguent. Les jeunes boivent. Ils ne boivent pas par plaisir, ils boivent de désespoir. Mais ce désespoir-là, vous pouvez transformer ça en victoire. Il faut transformer le désespoir qui est là aujourd'hui en Côte d'Ivoire en un pouvoir. Vous avez ce pouvoir-là. On ne vous dit pas d'assassiner qui que ce soit. On ne dit pas de... Non, please. Un mandat, 2 mandats, c'est suffisant. Mais 3e mandat, obligatoirement, c'est passé. Et le 4e mandat, vous êtes là. Et vous êtes en train de préparer son fils ou son petit frère aujourd'hui. Et vous êtes en train de l'applaudir partout. Et vous êtes heureux. La jeunesse consciente, vous êtes heureux de ça. La ilaha illallah wa rasulullah. Yeah. Quand j'avais votre âge, je ne l'aurais jamais accepté. Nous ne l'accepterons jamais. On n'a pas accepté avec Houphouët. Mais Houphouët n'était pas dictateur à ce point. Houphouët ne cassait pas les maisons des gens. Houphouët faisait pas... Houphouët achetait le café à son prix. Houphouët achetait le cacao à son prix. Le bois ivoirien, Houphouët a fait beaucoup. Vous parlez des routes, des machins aujourd'hui, c'est Houphouët qui a fait ces routes-là. D'Abidjan jusqu'à Odiéné, en passant par Mans, c'est Houphouët qui l'a fait. Il y avait un chemin de fer avec des wagons-lits entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta. Les Français ont fait arrêter tout ça. Tout, c'est la faute des Français. Nous avions une compagnie rayonnante. Quand je venais aux États-Unis, le 4 août 1988, j'ai emprunté un avion africain, Air Ivoire, Air Afrique. J'ai emprunté Air Afrique à midi. À 14 h, nous étions à Dakar. Je ne sais pas quelle heure on a décollé à Dakar, mais à 16 h, on était à New York, le même jour. Et il était 20 h à Abidjan. J'ai quitté Abidjan à midi. Mais à 16 h de New York, j'étais ici. Il était 20 h à Abidjan. En plein été. C'était une compagnie africaine que la France a fait saboter. Houphouët était déjà vieux, il ne pouvait pas faire autre chose. Mais il a dit quoi? Nous nous rappelons, nous autres. Il dit dans 50 ans, Français, ce que vous nous faites aujourd'hui, ce que vous me faites subir aujourd'hui, ce que vous faites subir à l'Afrique aujourd'hui, dans 50 ans, les jeunes Africains n'accepteraient pas. Ça fait exactement près de 50 ans aujourd'hui. IB est venu et dit n'accepte pas. Goïta d'abord a commencé à dire il n'y a pas Ramonien. Et puis, Tiani, il a dit à Oussala, on ne fait pas chez nous ça ici. Et la Côte d'Ivoire dans tout ça. Et la Côte d'Ivoire dans tout ça. Le moteur de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Notre jeunesse se complaint dans son chocoya ou bien chocotisme ou bien, voilà. On est choco. Vous êtes choco? Ah ben dis donc. Mais ça se mange pas ça. Ça se mange pas ça. C'est malheureux. C'est malheureux la jeunesse africaine. Particulièrement la jeunesse ivoirienne. Je me répète, la répétition est pédagogique. Les jeunes Maliens se sont battus. Les jeunes Burkinabés se sont battus. Les jeunes Nigériens se sont battus. Voyez, il y a 1 semaine ou 10 jours,
la France a encore allé attaquer Niamey, à l'aéroport de Niamey. La jeunesse est sortie comme ils sont sortis au Mali. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas connaître la France. Mais la France, c'est fini en Afrique de l'Ouest. C'est fini complètement. La France, c'est fini en Afrique de l'Ouest, je le répète. Je m'appelle Sam Idriss Samake. La France, c'est fini en Afrique de l'Ouest. Écrivez et mettez. C'est fini. Et alors. La France, c'est fini en Afrique de l'Ouest. Ce qui s'est passé le 25 du mois dernier à Bamako, où le ministre d'État Sadio Kamara a perdu la vie. Aucun pays en Afrique on pouvait faire ça et le régime ne va pas tomber. 12 000 hommes, 12 000 terroristes armés jusqu'aux dents, avec les drones, avec les hélicoptères de combat. Ils sont allés au nord, ils sont allés au centre, au sud, dans 5 départements différents. 12 000 personnes. Mais le Mali est arrivé à juguler ça. Le Mali est arrivé à contenir. Et aujourd'hui, les cadavres sentent au Mali partout. Ça c'est fini. Si ça n'a pas été possible, c'est fini. L'année passée, ou bien il y a 2 ans, à Djibo, Djibo n'est pas tombé au Burkina. Si Djibo n'est pas tombé, si Kati, Kidal, Mopti, toutes les régions où ils ont attaqué au Mali, c'est fini. C'est fini pour les Européens, c'est fini pour la France. Pas les Européens là, ils sont pas bêtes, ils supportent la France. Mais ils supportent ça pour leurs intérêts. Et nous les Africains, nous ne supportons pas. Voilà le jeune Soro qui est là en train de souffrir. Mais là aussi, je le dis aux dirigeants maliens, burkinabés et comment dirais-je, nigériens. Rappelez-vous, je ne sais pas l'année encore, l'année où Museveni est venu au pouvoir en Ouganda. C'était Idi Amin qui était là. Pour ceux de sinistre mémoire, Idi Amin Dada, il allait toujours attaquer le Kenya. Et le Kenya a fait quoi? Le Kenya a répliqué. Et c'est dans ça, Museveni s'est engouffré. Museveni s'est engouffré dans ça. Et il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est un dictateur, mais il est là jusqu'à aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire attaque toujours le Mali. La Côte d'Ivoire attaque toujours le Burkina. Mais qu'attendent les autorités burkinabées ou maliennes pour faire la même chose avec Soro? Nous pouvons faire la même chose. Je pèse mes mots. C'est l'histoire. Je l'ai vécu. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça, la jeunesse ivoirienne. Voilà comment Museveni est venu au pouvoir là-bas. Ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne fait au Mali, ce que l'armée ivoirienne fait au Burkina aujourd'hui, c'est ce que l'Ouganda de Idi Amin Dada faisait sur le Kenya. Et les Kenyans les ont poursuivis et arrivés à la frontière, ils ont appuyé Museveni et a venu jusqu'à Kampala. Et il s'est emparé du pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi pas Ibrahim, Goïta, Tiani, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Arrivez à la frontière, laissez Soro Guillaume gérer le reste. Puisque la jeunesse ivoirienne ne veut rien faire. Sinon, dans l'armée ivoirienne, nous avons des Goïta. Nous avons des Ibrahim en gogo, en pagaille.
Les Tiani ne sont pas en pagaille. Mais les Goïta, c'est la même génération que ces sauvages qui se font appeler les Comzones, comme que Zakaria, l'imbécile, le stupide, ou bien Ndaloma, Zakaria le Ndaloma, et Serou Ousmane, le farfelu, le vendu. C'est la même génération. Mais il y a des Goïta, des Ibrahim. Et le jeune qui a été tué là, c'est un Ibrahim. Mais il y a toujours des Ibrahim. Mais si ça, c'est impossible. Mais la jeunesse, quand même, un soulèvement est possible. C'est possible. Je pèse mes mots, c'est possible. Trop, c'est trop. Combien de vidéos vous avez vues de moi où j'ai interpellé d'abord Alassane Dramane Ouattara à revenir à de bons sentiments? Combien de fois j'ai interpellé ceux qui commandent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, de trier aujourd'hui qui a la Côte d'Ivoire en main aujourd'hui? Tenez d'abord Dominique Ouattara, Tenez Brahima et Masséré. C'est eux aujourd'hui qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Combien de fois je les ai interpellés? Mais vous savez, ils se croient tellement puissants aujourd'hui. Et vraiment, ils sont puissants. Je suis d'accord, ils sont puissants. Puisque la jeunesse consciente, qui se dit consciente, est impuissante. Et si elle est impuissante, ça veut dire qu'elle est inconsciente. Parce que si elle était consciente, elle serait puissante aussi. Personne ne peut arrêter une jeunesse qui veut un changement. Personne ne peut l'arrêter. Ni les Kalash, ni quelqu'un d'autre. Personne ne peut arrêter. Aucune armée n'a jamais tiré sur 100 000 personnes révoltées. Alors que les maisons des gens qui ont été cassées, ils sont plus que 100 000. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de leader, il n'y a personne pour les mettre ensemble. Mais quand vous les voyez aujourd'hui avec le ballon, ils sortent dans les rues, ils sont plus de centaines de milliers de personnes. J'ai honte pour vous. Et cela me fait mal. Nous nous battons pour vous. Gbagbo est arrivé à la limite. Il a fait ce qu'il peut. Gbagbo a fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, tous ces lieutenants sont en prison. S'ils étaient dehors, je crois qu'ils auraient fait quelque chose. Mais ils sont tous arrêtés aujourd'hui entre quatre murs. Et la jeunesse ivoirienne n'est pas capable d'aller les libérer. Dans les années 78-79, quand Rolim venait au pouvoir, il était en prison. Les jeunes soldats et la population allaient le libérer. Ils ne l'ont pas fait libérer, ils l'ont libéré. Et c'est de la prison qu'il allait faire son discours. Au Burkina, Haute-Volta, Thomas Sankara était aussi en prison. Quand Blaise est venu avec ses éléments de peau très les éloignés, habillés en cultivateur, venu faire descendre Jean-Baptiste Ouedraogo. C'est toujours possible. Cabral au Mali, le jeune Cabral, étudiant, avec les Omar Margot, ils sont arrivés à bout, pas d'une manière normale, pas d'une manière juste ni honnête, de Moudou et de Moussa Traoré au Mali. La dernière chose que je vais vous dire, jeunesse ivoirienne, Ben Ali était tout puissant, très puissant en Tunisie, un petit pays arabe, mais très très puissant, un vrai dictateur, plus que lui, tu meurs. Il était très puissant. Mais jeunesse ivoirienne, comment est-il parti? D'une manière anodine, d'une manière bête.
un, un régime aussi puissant. Un jeune vendeur de légumes qui était emmerdé par qui? Par une, comment ils s'appelle ça? Enfin, une employée municipale d'un petit village. Il était emmerdé par cette fille-là, municipale, par cette fille. Il était emmerdé. Il n'en pouvait plus un jour. Il allait acheter du pétrole ou bien de l'essence, 1 litre d'essence. Il est venu devant la mairie et puis s'est immolé. Parce que souvent, il faut que des gens cherchent aussi. Il faut ça. Cabral a été tué au Mali. Mais ce jeune-là, il s'est immolé en face de la mairie. Et le feu a pris. Mais ça dit, la mort de ce jeune-là a fait basculer en quelques semaines, petites semaines, le grand Ben Ali en Tunisie. Son pouvoir s'est écroulé. Il est mort pitoyablement en Arabie Saoudite, en exil. Je ne sais pas si sa femme est toujours là-bas. Voilà comment cette dictature a été vaincue. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.